Jusqu'au 26 juin prochain, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Nous ouvrons le bal avec Samuel Gelrubin, président du groupe Terreau, nommé dans la catégorie promoteur. La première question que j'ai posée à Samuel Gelrubin concerne justement cette nomination et ce qu'elle représente à la fois pour lui, à titre personnel, mais aussi pour le groupe Terreau qu'il préside. C'est évidemment une très grande fierté parce que d'être nommé comme ça par des pros, d'autant que je m'y attendais pas du tout, pour tout vous dire. Voilà, c'est une première. Et d'autant plus que c'est dans la catégorie promotion. Voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de métiers et c'est certainement celui qui me rend le plus fier parce que c'est un métier qui est très dur. Voilà, des acquisitions, du développement, des obtentions de permis, le financement, la précom, les travaux, les réserves, enfin bref, enfin c'est l'acte de construire qui est compliqué, mais c'est très gratifiant quand on livre. Voilà, donc c'est une belle fierté pour moi. Voilà, je vous remercie. Bon, on croise les doigts, vous souhaite bonne chance, bien évidemment. Alors vous l'avez dit, c'est un métier très dur, surtout en ce moment. On va y venir sur la conjoncture actuelle, mais peut-être en mots, même si c'est pas la première fois que l'on vous reçoit sur Imo Week, bien évidemment, Samuel. Mais un mot de présentation rapide du groupe Terreau. Alors le groupe Terreau, c'est on reste une société familiale évidemment, qui est devenue depuis une quinzaine d'années un opérateur immobilier et hôtelier au sens large. Donc sur la promotion, on travaille sur du bureau, des logements, des immeubles mixtes, du commerce. On fait de la revalorisation toujours de commerce ou de bureaux. Et on développe et on gère des hôtels également. Comment il se porte le groupe Terreau en cette première moitié de l'année 2024, notamment dans la conjoncture que vous évoquiez il y a quelques instants, que l'on évoquait il y a quelques instants, qui est un petit peu compliqué depuis un peu plus d'un an maintenant. Ah oui, non, le marché il est très dur, effectivement, il est très difficile. Maintenant, nous, on est une vieille société familiale avec des bases quand même assez solides. Et le groupe Terreau, on reste en bonne santé. On a sorti des beaux résultats en 2022-2023. On a livré des belles opérations ces derniers mois. Enfin, normalement, ces opérations qu'on vient de livrer, ça devrait également nous assurer un bon résultat pour 2024. On est assis, nous, sur des beaux actifs avec un cash flow qui est intéressant. Et surtout, mais ça, c'est certainement l'histoire peut-être de la société et un petit peu l'éducation, peut-être que j'ai reçu aussi, une dette maîtrisée. Voilà. Ce qui peut être difficile aujourd'hui pour des structures immobilières, c'est d'être sur des dettes importantes avec un coût de portage qui est lourd et des actifs avec des valorisations qui ont baissé. Voilà. Mais une dette maîtrisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'il faut être... c'est un petit peu plus dur de maîtriser la dette justement actuellement, dans la conjoncture actuelle ? Alors, quand je dis une dette maîtrisée, c'est que nous, on a une grosse partie, donc on a une partie de dette long terme qui avait été signée et prise avant donc la grosse remontée des taux. Donc ça pour moi c'est entre guillemets de la bonne dette quand on a des cash flows en face qui permettent non seulement de couvrir évidemment les intérêts d'emprunt mais aussi de rembourser du capital. Et ensuite, ce qui peut être compliqué aujourd'hui, une dette qui n'est pas maîtrisée, c'est d'avoir beaucoup de dettes court terme, donc avec des taux qui sont très élevés, des actifs en développement, donc qui peuvent prendre plus de temps, surtout si on a besoin de faire une précom qui, elle aussi, peut durer plus longtemps. Et ça, c'est une dette qui peut être lourde à porter. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on a vraiment maîtrisé cette dette, on a un cash flow qui nous permet largement de couvrir et une valeur d'actifs par rapport à la dette globale du groupe qui est plutôt faible. Alors vous nous l'avez dit, de belles opérations pour le groupe Terreau depuis un an, depuis 2 ans. Est-ce que vous avez des exemples peut-être des principaux succès et des défis que vous avez pu rencontrer cette année ? Des succès, oui, on en a eu pas mal, pour tout vous dire. On a vendu pas mal de commerces, pour tout vous dire, ces derniers mois. Beaucoup d'acquisitions par des locataires et également par des plus petits investisseurs qu'on voyait pas, des investisseurs privés notamment. On avait beaucoup d'instits qui trustaient le marché de l'investissement et c'est moins le cas depuis des mois, particulièrement sur des commerces.
On a renouvelé pas mal de baux aussi sur nos immeubles de bureaux dans le Nord et à Paris. On a obtenu des permis pour des transformations à Paris. Je pense à 2 dossiers particulièrement, un qui est rue Boulanger, un qui est rue Lamarck. Et toujours pour ces succès, côté hôtelier, on a fait des très bons chiffres d'exploitation ces 2 dernières années. Alors en 2024, on a un premier semestre qui est un peu moins fou qu'en 2023, mais ça reste quand même en valeur absolue assez solide. Je suis assez content parce que on a fait l'acquisition d'un terrain au Cap, en Afrique du Sud, pour y faire un hôtel, un petit boutique hôtel 5 étoiles d'une 50aine de chambres. Et c'est vrai que c'est notre première expérience hôtelier qu'on fait en développement en dehors de Paris. Donc, tant qu'à faire, autant aller loin. Et loin de Paris, ce sera donc le Cap en Afrique du Sud pour ce séduisant projet hôtelier. Donc tout cela, ce sont des succès pour le groupe Terreau, mais la question portait aussi sur les défis. Quels sont-ils pour le groupe actuellement? Réponse de Samuel Gelrubin. Pour les défis, pour vous répondre, il y en a un, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est essayer de convaincre nos partenaires financiers de continuer, disons, à nous suivre, à nous faire confiance dans le marché, dans le contexte actuel. Parce que on comprend que c'est difficile, mais en même temps, nos chiffres sont là, l'expérience aussi, la stabilité également. Et même si on doit lancer un programme de bureau en blanc, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est un peu, je vais pas dire que c'est violer un banquier, mais pas loin de lui dire aujourd'hui qu'il faut nous suivre pour développer du bureau en blanc. Mais c'est ce qu'il faut faire, parce que la pire des solutions en vrai aujourd'hui, c'est de rien faire, et que à côté de ça, tous nos bureaux et donc les emplacements qu'on a choisis depuis des années, ils sont tous occupés et on a des loyers qui n'ont pas cessé d'augmenter. Ça, c'est les défis, ça c'est le vrai défi qu'on a aujourd'hui. Je ne désespère pas d'y arriver. Voilà. En tant que président justement du groupe Terreau, Samuel Gelrubin, comment est-ce que vous avez adapté la stratégie de l'entreprise pour faire face justement à toutes ces fluctuations du marché immobilier? Déjà, je pense pas qu'on puisse dire que j'ai adapté l'entreprise pour faire face à la crise actuelle qu'on connaît. Je pense que je l'ai modelée depuis 15 ans pour survivre à des crises. Voilà, que ce soit celle-ci ou une autre. Pour mémoire, nous, la société, elle a été créée en 1949 par mon grand-père. Moi, quand j'ai pris la direction de cette, entre guillemets, de cette vieille entreprise familiale, on traversait à l'époque une crise qui était très grave puisqu'on était leader sur un marché et qui s'éteignait définitivement. Et c'était notre seule activité. Donc, il fallait absolument prendre un bon virage, ce qu'on a réussi à prendre. Maintenant, aujourd'hui, et depuis ce jour-là, disons que je m'attelle à pas les rater, quoi. Voilà, à pas rater les virages. Donc, l'immobilier a connu, donc ces 15 dernières années, on va dire qu'on a connu quand même des belles années. Et mon leitmotiv à moi pendant toutes ces années, c'était de trouver plusieurs secteurs qui n'étaient pas délocalisables. C'était ça le sujet à l'époque, la crise qu'on a eue, et qui nous permettraient de prospérer pour longtemps. Et donc, quelque part, on a eu, par exemple, pendant le Covid, une crise de l'hôtellerie. Pas la peine de vous dire que 2020-2021, on ferme les portes des hôtels. Je pense qu'en termes de crash test, il ne peut pas y avoir pire que ça. Bon, chez nous, pendant cette période-là, l'activité a quand même été supportée par l'immobilier. Alors, aujourd'hui, l'immobilier, elle souffre, et pour autant, l'hôtellerie, elle sort heureusement quand même des bons chiffres. Et donc, voilà, ça nous permet de résister au choc. Je pense qu'il y en aura toujours. Et pour essayer de garder quand même une note positive, normalement, dans ces cycles-là, il faut en profiter pour faire des bonnes acquisitions. Et c'est le cas justement par rapport au reste de l'année 2024. Quelles sont vos perspectives en ce qui concerne la croissance et le développement du groupe? Alors, sur la perspective, déjà, on a pas mal de programmes emblématiques à venir. Je pense à la transformation d'un centre de santé dans le 13e, à une résidence étudiante à Saint-Étienne, et on a la construction d'une résidence hôtelière rue du Mont-Cenis dans le 18e, voilà. On a également beaucoup de programmes avec nos partenaires, un beau portefeuille foncière Détroit avec nos associés Jérémy Dahan et Charles Memoun, qui comprend une auberge de jeunesse rue d'Aubervilliers, ou la transformation de 2 ateliers rue des Thermopyles, la transformation d'un immeuble qu'on fait également rue d'Hautpoul, on transforme du bureau en résidence hôtelière, la livraison d'un hôtel particulier de bureau rue Cortambert, voilà. Un portefeuille également foncière Concorde avec notre associé Gallia, je pense que vous le connaissez aussi, Brice Herrera. On fait un programme mixte rue Lamarck qui nous prend
beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un programme assez important. Et un programme rue Boulanger, un programme rue Rochechouart. Voilà, donc on a de quoi faire, quoi. Voilà. Vous évoquiez la rénovation d'un bâtiment donc de bureaux en hôtellerie. Quel est votre point de vue justement sur cette importance aujourd'hui de la durabilité, de la responsabilité qu'ont les promoteurs justement dans ce secteur immobilier? Comment vous intégrez ces aspects dans vos activités chez Terreau justement? Écoutez, nous chez Terreau, d'abord, c'est des sujets qu'on travaille avec beaucoup d'attention depuis pas mal d'années et pour plusieurs raisons. D'abord, on le fait, nous, systématiquement dans toutes nos constructions, nos réhabilitations et même des rénovations, c'est-à-dire même des rénovations plus légères. L'idée, c'est d'aller labelliser, disons, tous ces programmes sur lesquels on travaille. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, on essaye de le travailler, ça nous coûte évidemment un peu plus cher, mais dans l'écosystème dans lequel on est arrivé, ça valorise ces sujets aujourd'hui. C'est pas plus coûteux, j'allais dire à l'inverse, même on arrive à les valoriser. Voilà, maintenant le défi, j'ai envie de vous dire, le seul problème, mais bon, faut qu'on essaye de pas se démoraliser et de rester un exemple. Mais c'est vrai que il faudrait que les autres pays dans le monde y prêtent aussi attention. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Donc on montre l'exemple, c'est bien, mais je voudrais pas que ça serve à rien et qu'on se dise que la transmission, c'est un sujet qui nous concerne que nous, quoi. Et ce sujet de la transmission dont le groupe Terreau, on le connaît bien, car comme nous l'expliquait Samuel Gelrubin, Terreau c'est un groupe créé en 1949 à l'actionnariat 100% familial. Pour revenir sur le marché immobilier, comment le professionnel qu'est Samuel Gelrubin analyse-t-il la situation actuelle, tant sur le plan national qu'international? Pour moi, le marché, on a encore un manque de liquidité certain, donc il est sclérosé. Je pense que les investisseurs recherchent un rendement qui est certainement trop important et incompatible avec les coûts de construction, avec les coûts de portage encore aujourd'hui, avec peut-être même les prix qui n'ont pas tellement dévissé, en tout cas ici tel qu'on l'a vu. Je pense que sur le logement, on est en train d'aggraver une crise avec une baisse de la production qui est une catastrophe qui est en train de se préparer. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage. Je pense que les pouvoirs publics s'en rendent pas compte. C'est vraiment une catastrophe. Et voilà. Donc, on a un marché locatif qui fonctionne, ok, mais qui est complètement dépassé par la demande. Et en fait, on crée pas assez d'offres. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur sur le logement. Sur le bashing, sur le bureau, pardon, on en parlait tout à l'heure. Vous voyez Oui, l'association. Et là, donc, c'est que moi, je trouve que sur ce bureau, il y a beaucoup de bashing partout. Et nous, on peut voir qu'on n'a pas de bureau libre, en fait, sur nos bureaux qui sont livrés. J'ai l'impression qu'en termes de location, les entreprises, elles cherchent de la flexibilité, même si c'est plus cher. Donc, plutôt vers des baux qui sont plus courts. Il faut qu'on leur apporte du service, il faut qu'on leur apporte le mobilier, faut qu'on apporte tout ça. Et voilà, avec un peu plus de flexibilité, elles payent un loyer qui est évidemment plus important. Donc, nous, niveau cash flow, on est quand même content. Sur la vente, c'est sûr qu'il y a une revanche des utilisateurs. Donc ça, c'est marrant à voir aussi, parce que moi, il y a 15 ans, c'est ce que je voyais. On vendait bien des utilisateurs. Puis après, c'est des gros investisseurs qui sont arrivés et qui finalement achetaient beaucoup plus cher que des utilisateurs. Bon, j'ai l'impression que là, les utilisateurs sont en train de prendre leur revanche. Voilà, après le bureau, on le voit au niveau du marché, il y a un recentrage sur les meilleures localisations et il y a une diminution des surfaces avec le télétravail, c'est certain. Mais c'est des surfaces qui seront utilisées autrement et qui seront certainement plus qualitatives. Voilà. Nous, en tout cas, disons qu'avec les localisations et les emplacements qu'on avait choisis, on a des bons actifs et j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et je dois vous dire aussi que je regarde systématiquement quand on fait des acquisitions, d'ailleurs toute l'équipe, donc notre direction des investissements ou du développement, on regarde systématiquement la réversibilité des bâtiments qu'on achète et dans les travaux, le type de réhabilitation qu'on fait. Et c'est vrai que les emplacements qu'on a, on peut tout à fait envisager, transformer en résidence hôtelière, on en parlait tout à l'heure, on peut les transformer en logement, on peut les transformer en résidence étudiante, voilà, avec un rendement qui restera somme toute
largement acceptable et qui fait que l'emplacement nous permet d'avoir de la demande. Voilà. La réversibilité, la durabilité, c'est devenu un réflexe maintenant. Ah oui, mais alors c'est devenu un réflexe chez beaucoup de monde. Nous, pas la peine de vous dire qu'on l'a depuis des années. Disons que quand ce sont vos fonds que vous investissez et que vous n'êtes pas obligé de suivre une thématique comme des investisseurs institutionnels qui sont obligés d'acheter tel ou tel type d'actifs dans tel ou tel type de localisation sur tel ou tel type de taille de ligne, etc. En fait, nous, on regarde ces choses-là. Et on le regarde en fait depuis toujours. C'est un réflexe. C'est un réflexe de survie, entre guillemets. Alors pour terminer, Samuel Gelrubin, et malgré ce que vous nous avez dit il y a quelques instants, à savoir que le logement rentrait dans une crise très très grave, que nos décideurs ne le voient pas ou ne veulent pas le voir peut-être, parce que c'est pas faute de leur dire, est-ce que vous avez quand même malgré tout des raisons d'espérer pour l'avenir ? D'abord, c'est sûr que oui, sur le marché, je le redis, l'immobilier c'est cyclique, ça reviendra. Les gens, ils auront toujours besoin d'avoir un toit sur la tête. C'était une vraie réflexion quand on a changé d'activité, de se dire quel est le type d'activité qui pourra rester. Donc, ce type de crise, il y en aura, ça reviendra. Celle-ci est évidemment difficile, elle est dure, mais elle passera. Et je le répète, les gens, ils auront toujours besoin d'avoir un toit sur la tête. Voilà. Après, pour Terreau plus particulièrement, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de faire des bonnes affaires. Voilà. Et en plus, on a une équipe qui est au taquet pour ça. Voilà. D'accord, au taquet pour les trouver, parce que c'est pas toujours évident non plus. Pas que les trouver. Il faut les trouver, mais derrière, il faut savoir les gérer. Et souvent, nous, le type de transformation qu'on peut faire sur ces actifs, il y a peu de gens qui savent le faire. Et il y a beaucoup de monde qui m'a dit « Ah ouais, mais t'as quand même de la chance, c'est vrai que c'est des opportunités, t'en as trouvé 1, 2, 3, 4. » Non, en fait. La récurrence dans l'opportunité, ça se crée. Et ça se monte. Et c'est des équipes qui y travaillent. Donc, oui, on travaille effectivement sur la recherche de ces opportunités, mais derrière, il faut bien les traiter aussi. Et nous souhaitons bien sûr de belles opportunités à venir au groupe Terreau. Et bonne chance à Samuel Gelrubin, président du groupe Terreau, nommé dans la catégorie promoteur au Pierre d'Or 2024. Réponse le 26 juin prochain lors de la traditionnelle cérémonie. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.